Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Dans ta bulle. On va aborder une thématique un peu particulière en cette fin de mois d'octobre. Halloween, voilà, on vous fait un spécial Halloween. Je pense que ça se voyait pas. Ça se voyait pas du tout parce qu'on a mis une nouvelle déco, etc. Et j'ai même un nouvel invité. À ce moment-là, je te regarde et là, tu dois dire bonjour. J'ai encore remplacé Marceau. Marceau est toujours vivant. Voilà, petit aparté, il est toujours. J'ai enfermé dans une cave en fait, juste pour être là ce soir. C'est très thématique. Mais voilà, avec les plannings différents, et puis aussi l'idée de montrer avec toute l'équipe avec qui je travaille. Et Alexis a vraiment aussi un pan comme Ringo, hein, qui aussi participe aux vidéos. Je vous invite à voir les vidéos sur la chaîne YouTube. Est très familier des mangas, et donc moi ça me permet aussi de vous parler d'un peu plus de lecture. Et donc Alexis que vous pouvez suivre aussi sur ses différents comptes supplémentaires, sur Twitch, il est partout. Twitch.tv/supplémentaire. Voilà. D'accord. Super. Ouais, mes premiers mots c'est juste pour être nul en fait. Bon, t'es content d'être là ? Oui, je suis très content d'être là. Cool. C'est un nouvel exercice pour moi. J'ai jamais vraiment parlé de manga sur une vidéo. J'ai jamais présenté de manga ou de comics. À part si on parle rapidement de comics quand on est sur les lives de Gin Comics, mais ouais. Sinon voilà, j'ai jamais fait cet exercice-là. Ok, moi non plus. Ok, on est bien. Voilà, c'est une équipe d'experts qui vous parle aujourd'hui. Non, mais voilà, l'idée, c'était de vous proposer, alors, pas forcément que sur le thème d'horreur, parce que moi, je suis allée sur des choses peut-être qui sont un peu moins effrayantes, sur de la BD, sur du comic, sur des formats assez divers et variés, mais de vous proposer un peu une palette, je pense, qui est assez intéressante. Est-ce que tu veux commencer, toi ? Ah oui, t'en es là. Ouais, moi, je suis n'as pas envie de commencer. Petit bisutage. Moi, j'allais juste dire que ça a été. C'est surtout que c'est une spéciale moins spéciale en fait. Il y a de l'horreur, mais pas trop, mais un peu, mais pas trop. Non, j'ai dit c'est une spéciale Halloween, mais du coup. Parce qu'il y a la déco. Parce qu'il y a la déco, mais c'est pas forcément que de l'horreur. Mais qu'est-ce que t'entends dans l'horreur, toi ? Quelle définition t'emporte ? Alors, l'horreur, c'est un sens large, vu que c'est un peu comme la beauté, c'est assez subjectif. L'horreur, on voit pas tous la même chose dans l'horreur. Et ça, c'est justement ce que je vais essayer de montrer avec moi, ma sélection. Surtout, et ça va sûrement être pareil avec la tienne. Mais c'est des horreurs, c'est de l'horreur et de l'angoisse et des thèmes très différents d'un volume à un autre. Et d'un scénariste à l'autre aussi, quoi. Vas-y, je te laisse commencer. Et pour commencer, le bouquin le plus récent qui est sorti il y a pas longtemps et j'attends déjà la suite. Il y a qu'un volume pour l'instant, c'est Pumpkin Night. Chez Mangetsu. Chez Mangetsu de Masala. Le pauvre, il n'a pas de chance. Ça va aller. De Masala Okazono au scénario et Seima Taniguchi au dessin. Alors là, je fais un synopsis, c'est ça ? C'est comme tu veux, si tu veux juste légèrement raconter le sujet et puis surtout dire ton avis. Et Pumpkin Night, en fait, ça va être avant tout, c'est un manga qui va reprendre tous les codes du slasher et on va suivre, donc comme dans tous les slashers, une équipe de jeunes lycéens, fin lycéens, post-lycéens, c'est un peu flou et vague, qui vont se retrouver à être poursuivis par Pumpkin. Voilà, actuellement c'est son nom, c'est Pumpkin, qui est en fait une personne qu'ils ont martyrisée pendant longtemps. Et ça, c'est ce qui arrive souvent dans les slashers, justement. Ce côté où c'est des jeunes étudiants et il y a eu le slasher, le tueur, en fait, va être quelqu'un qui va être qui a été martyrisé, qui a été marginalisé, qui a été mis de côté. Et on va suivre dans une démarche de vengeance. Et souvent, en fait, dans les slashers, on a de la peine pour les victimes et le tueur est effrayant. Là, il y a une sorte de contre-pied. C'est que les étudiants en fait qu'on va suivre sont insupportables. Non, mais ils sont pas insupportables. Du coup, mais tu t'attaches pas trop à eux parce qu'ils t'énervent ou... L'héroïne, en fait, on va faussement les suivre. L'héroïne, en fait, c'est vraiment Pumpkin, c'est le tueur. C'est vraiment un contre-pied. On va la suivre en fait ça va être
c'est juste c'est une excuse bien sûr pour avoir des meurtres originales, macabres, de manière diverses et variées, vraiment horribles. Et en vrai, dans un slasher, on aurait peut-être de la peine pour eux, mais tout au long, ça laisse penser que ce qu'ils ont fait subir à Pumpkin, c'est horrible. Ça parle, en fait, en sous-texte, ça va parler de harcèlement. Et le harcèlement scolaire au Japon, c'est un vrai problème. Et donc, t'as pas d'attachement parce que tu sens qu'il n'y a pas de regret, en fait, dès le début. En gros, elle devient méchante parce que les autres lui ont fait ça. J'ai l'impression, est-ce qu'on peut comparer un peu au film Le Joker de Todd Phillips, où finalement on apprécie le Joker parce que c'est une victime de la société, etc. C'est une victime. Et en fait, ce qui va au-delà de ça, ce qui m'a tenu en haleine, moi, c'est, alors déjà, comment elle va les tuer, mais vraiment, c'est qu'est-ce qui s'est passé, parce que il raconte dans l'histoire que elle n'était pas comme ça à la base, elle était un peu particulière, mais que tout ce qu'ils lui ont fait subir, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est voir, on est tenu en haleine par le fait que on sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a fait vriller comme ça. Et comme ils ont pas de remords, moi, en tout cas, j'ai pas de remords. Je suis plus en mode, bon, c'est horrible ce qu'a fait, mais il y a pas d'attache qui se crée avec les victimes. C'est déstabilisant du coup, parce que t'es du côté de la personne qui tue. Ah oui, non, c'est horrible. En fait, c'est vraiment, ça se range dans cette catégorie de manga qui est vraiment de l'horreur très gore. Ok. Et c'est l'originalité de comment en fait ils vont les tuer. Et c'est un dessin très détaillé, trop détaillé, je dirais. Et voilà, en fait, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est ça parle de harcèlement, et je trouve que c'est un sujet qui est encore très présent au Japon. Ok. Et j'ai trop envie de savoir comment elle a vrillé, en fait. Ok. Et puis pourquoi ils ont fait ça. Clairement, c'est juste dans le manga, dans le premier tome, ils te disent non, c'était des connards. Ils te racontent, il n'y a pas de oui, mais c'était peut-être pas volontaire. Non. Il n'y a pas de nuance, quoi. Il n'y a pas de nuance. C'était des connards. Ça a l'air de toujours être des connards. Et ils sont en mode oui, je veux protéger ma vie, mais en vrai, ce qu'on lui a fait, on s'en fout, tu vois. C'est vraiment ça. Okay. Donc voilà, c'est vraiment c'est du gore horreur. Un peu fun, mais il n'y a pas une remise en question sur oui, est-ce que c'est mal ou pas. Non, c'est mal, mais ça essaie le héros, c'est elle, en fait. C'est la tueuse. Ok. Ok, bah écoute, c'est parfait parce que j'ai la transition idéale sur l'un des titres que je vais conseiller. Donc c'est un truc Arcadium. Avec un toit. Alors oui, je pense que c'est un peu le thème. Non, mais c'est surtout le fait d'être très déstabilisé sur ton personnage principal, où à la fois tu t'attaches et à la fois c'est un peu mal de t'y attacher parce que, sans spoil, évidemment, c'est une personne qui a commis un acte. Et donc là, ici, on va suivre un jeune garçon, Gavin, qui a une vingtaine d'années. On est dans le Montana, aux États-Unis, dans les années 80. Et dès le début, il va aller au commissariat pour porter une plainte et dire bah voilà, moi-même, j'ai tué mon beau-père et ma mère et toute ma famille, quoi. Et donc ça commence comme ça. Et on revient dans le passé. Et tout de suite dans le passé, comme on n'a pas vraiment eu le temps de comprendre comment et pourquoi il fait ces aveux-là, c'est un garçon en somme plutôt sympathique, assez timide, qui veut essayer de pécho une meuf mais il n'y arrive pas, qui a pas trop d'amis, donc tout de suite tu t'attaches un petit peu. Et puis il y a une ambiance très années 80, très Stranger Things, mais encore une fois je le redis parce que j'ai rencontré donc le scénariste et dessinateur au festival Quai des Bulles, donc c'était au moment où on tourne hier, et donc je lui ai dit bon, tu t'es inspiré de Stranger Things, mais Stranger Things s'est inspiré des années 80. Il dit bah oui, en fait c'est l'époque où il est né, son époque préférée. Donc lui, il avait vraiment c'est plus un arcades. hasard, quoi. Ouais, voilà, et clairement parce qu'en plus la vibes, les couleurs, il s'en imprègne un peu. Enfin, il a écrit avant la saison 4 de Stranger Things, tu vois. Mais on retrouve des tons violets, ouais, rouges, clairement violet, très fluo, etc. Et donc voilà, on a ce truc d'arcade et on a l'Arcadium où il met une pièce sur une bande d'arcade et là il se retrouve dans un monde un peu parallèle. Et donc t'as ça qui se lie à des meurtres. Et donc tu parles de gore, je te rejoins complètement sur les fins de page parce que il y a un monde parallèle. Ouais, en fait.
Je veux pas trop spoiler, mais tu sais pas si c'est un monde parallèle ou si c'est dans sa tête. En D'accord. fait, il y a un truc hyper psychologique, hyper perturbant, et c'est pour ça que tout le long, tu ne peux que un peu te mettre à sa place, parce qu'il y a une force au niveau de l'écriture aussi de Nico Peck, où tu te dis, mais ok, d'accord, il raconte tout, et lui, il est hyper déstabilisé, il rencontre une personne, mais en fait, personne d'autre ne voit ce mec-là. Donc, est-ce qu'il l'imagine? Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il n'a pas assez dormi? Enfin, tu vois, il y a tout un truc où t'arrives vraiment à voilà, te sensibiliser sur est-ce que lui, il est fou? Est-ce que ça existe vraiment? Voilà, t'es dans un comics, donc en fait, tout peut exister si tu te mets dans cette position-là. Mais c'est un très bon choix en même temps de jouer là-dessus sur tout ce qui est la schizophrénie, ou surtout quand tu mets un univers qui est un peu magique, tu peux te dire ah non, peut-être oui. Mais ouais, c'est intéressant. Non, c'est clairement fou. En plus, lui, c'est un passionné de musique qui s'est lié avec une artiste pour faire aussi une playlist. Donc, c'est un métalleux. Donc, tu peux aussi lire la BD avec une ambiance musicale. Ça se fait de plus en plus. C'est un vrai. Ça vient un peu du webcomic, justement, où en fait, ça se fait un peu moins maintenant dans le même comics parce qu'il y en a beaucoup trop maintenant. Mais ça avait commencé quand les premiers webcomics, souvent les auteurs ils mettaient des playlists ou des morceaux et tu devais l'écouter en lisant ce chapitre. Mais de plus en plus. J'ai l'impression que ça se fait Ils ont fait ça pour la très mauvaise série Batman Death Metal. Je vais en parler tout à l'heure avec Ecoland et chez Panini. Désolée, je peux pas dire. Ecoland aussi, t'as une playlist à la fin. En tout cas, il te conseille certaines musiques. J'ai aussi eu la chance d'interviewer les personnes qui ont fait le bouquin Hack et la peau chez le Lombard. Donc, c'est très, très belle BD. Et pareil, il y a une playlist aussi qui est disponible. Donc, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a un vrai sujet de vidéo entre le lien entre la musique et le comics, quoi. Et donc vraiment, je vous conseille, parce que en plus, Nico Peck, ça fait longtemps qu'il fait de la BD, mais là, avec ce titre-là, il explose. Il y a son talent qui est révélé à tout le monde. En plus, il fait tout dessus. Il fait aussi la couleur, et ça a été vraiment une épreuve pour lui. À ce qu'il m'a raconté, ça a été un gros travail d'1 an ou 2 ans, je crois. Et je suis vraiment tombée dedans. C'est hyper déstabilisant. C'est hyper beau, et donc t'as vraiment plusieurs niveaux de sensations où ça commence doucement, et puis bim, tu tombes dans un autre univers, et puis t'as l'enquête, etc. T'as les flics à côté qui essaient de comprendre mais pourquoi il nous dit tout ça. Enfin, vraiment, c'est vraiment trop cool. Mais donc, résultat, il prend aussi un autre contre-pied dans le fait il te spoil dès le début, quoi. Ouais, dans un sens, ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui arrive de plus en plus, de spoiler. C'est un style, en fait, de contrebalancer les twists finales qui sont dès le début. J'ai vu ça dans une série qui s'appelle La chute de la maison Usher. Et dès le début. Ah oui, sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Et dès le début, on te dit. Oui, bah voilà, ils sont tous morts, eux. Et ensuite, ça va être qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui est le plus intéressant, c'est comment ça s'est passé. Parce qu'au final, des fois, t'es hypé par tout un comics ou une BD ou peu importe, un manga qui t'explique vraiment tout le cheminement, toute l'enquête. Et puis, t'as la chute, et la chute te convient pas. Et ça, c'est le pire, tu vois. Je préfère vraiment, en vrai, le savoir, et c'est encore mieux. Clairement. Se débarrasser de la chute pour juste te concentrer sur. Ouais, clairement. Est-ce que tu as une autre lecture pour nous? Bah moi, je sais pas vers quoi je vais enchaîner. Je vais enchaîner avec choisis. un qui est un peu à part de l'horreur, mais qui est un peu de l'horreur, mais qui est pas trop de l'horreur, et qui est un peu, moi, c'est mon coup de cœur dernièrement. Avec, alors c'est A Journey Beyond Even de Masakazu. De Masakazu Ichiguro, que moi je connais plutôt, ou certains vont connaître plutôt avec sous l'appellation de Tengoku Daimako, qui est alors je sais pas pourquoi Disney n'ont pas traduit le titre, et résultat c'est resté Tengoku Daimako. Qu'est-ce que c'est Tengoku Daimako, ou je vais l'appeler comme ça, parce que moi je n'arrive pas à rentrer le titre, et j'ai connu l'anime après le manga. On suit en fait deux histoires, 2 points de vue différents, l'un qui se passe dans ce qu'ils appellent l'enfer et l'autre dans ce qu'ils appellent le paradis. Aucune conception religieuse là-dedans, c'est juste
2 territoires en fait qu'ils appellent comme ça. Et donc dans l'enfer, on va suivre 2 personnages qui un jeune garçon qui est escorté par une jeune femme pour qu'il atteigne le paradis en fait, mais ils ne savent pas c'est quoi le paradis. Et la particularité, c'est qu'ils sont dans un monde post-apocalyptique. Ok. Et donc c'est un monde post-apo qui a subi le grand effondrement. Il y a plus de ressources, il y a plus d'électricité, mais pas que à cause de ça, pas à cause du chemin qu'on prend actuellement écologiquement parlant. Non, il y a eu aussi des sortes de créatures tentaculaires avec des lames horribles et qui ne pensent qu'à découper des corps et emmagasiner des corps humains. Et donc, c'est un truc assez horrible. Et en parallèle, on suit ce qu'ils appellent le paradis, où en fait, ça a l'air d'être... C'est une école. Okay. C'est une école, mais les élèves sont un peu particuliers. Ok. Voilà, c'est difficile. Ça se repose pas mal sur des twists scénaristiques. C'est difficile de trop en dire. Mais les élèves ont on dirait, c'est des élèves qui ont des capacités un peu plus humaines que la normale. Ça saute plus haut, ça a une bonne endu, ça dessine des chefs-d'œuvre alors que ça a 8 ans. C'est surdoué, quoi. Ouais, voilà. Sauf que eux, ils sont enfermés en intérieur, dans une sorte de complexe, peut-être un bunker. On sait pas trop. Enfin, si, je sais, mais on sait pas trop au début. Et en fait, eux, ils vont commencer à parler de l'extérieur et essayer de se dire, ouais, il y a quoi à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un extérieur? Pourquoi on est comme ça? Ils vont essayer de découvrir la vie. On sent qu'ils ne connaissent rien et que tout a été aseptisé depuis leur naissance. Et en parallèle, tout l'inverse. Donc, les deux compagnons de route, en fait, sont dans un monde dévasté et ça se concentre beaucoup sur des paysages, sur la vie, malgré le fait que le monde s'est effondré. Et ça traite de sujets divers et variés, pendant que et surtout un en fait qui est très léger. En fait, ça traite aussi de la transidentité. Okay. En parallèle. En fait, il y a... Je peux pas trop en dire aussi parce que c'est un compliqué, twist. C'est compliqué, mais il y a une vraie question sur un des personnages qui prend la route. En fait, il y a une vraie question sur son genre, son être. On apprend très vite en fait qu'elle a un corps féminin, mais qu'elle a un esprit masculin, mais pas forcément dans le sens qu'on entendrait en premier. Et qui répond pas forcément à des codes dits masculins, voilà. Ou des codes dits féminins. Et dans un environnement post-apo. Et donc, il y a quelque chose de très léger, très beau, où ça parle de la vie, de qui on est, du genre, de plein de trucs comme ça, sous couvert d'un monde post-apo qui est horrible. Et en fait, à tout moment, il pourrait mourir. Ou même les êtres humains, donc ce qu'on voit habituellement dans le post-apo, eux-mêmes sont les plus grands dangers de l'humanité. Ouais. Mais c'est toujours très beau. Mais il y a des moments, et d'un coup, en fait, la réalité rattrape vraiment nos protagonistes, et il y a des passages horribles. Je ne peux rien dire. Donc l'horreur dans ce manga-là se situe sur des moments, des brides qui sont d'autant plus impactants parce que le reste est doux. Ouais, c'est ça. Il y a des interruptions, il y a des légèretés. L'apocalypse est déjà arrivé, en fait. Et donc, comment ils parlent de leur survie, c'est les deux qu'on suit principalement, qui, en dehors parce que c'est vraiment un autre sujet, l'école, et les deux qu'on suit principalement, en fait, eux, ils ont grandi dans ça. Donc, ils n'ont pas d'idée de comment c'était avant. Comment c'était avant. Eux, c'est normal. C'est normal qu'à tout moment, ils pourraient mourir. Et il y a aussi des questionnements sur le monde d'avant, à quoi servait le monde d'avant, comment ça marchait, comment on trouvait des ressources, ce genre de choses. Et c'est un manga, je trouve, qu'on parle pas assez. Moi, vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année. Et il y a un animé, si vous avez la flemme de le dire. J'ai feuilleté, en plus, c'est hyper beau. Hein. C'est vraiment, c'est très beau. Je trouve ça très rond, très joli, très agréable à voir. Ouais. Tous les visages sont très agréable à voir. Il y a un trait qui est très fin, et les paysages sont vraiment beaux. Les créatures, même si elles sont horribles, ont une beauté, en fait. On est très loin de ce qu'on peut trouver dans de la dark fantasy, bien sûr. Mais c'est pas des on sent que ils savent que c'est dangereux, mais si on les voit au premier abord, on pourrait juste dire, bah, ils vont pas nous attaquer. Mais on sent que c'est dangereux. Mais c'est donc voilà, il y a
il y a toute une balance sur toute une questionnement sur qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'être, et où est-ce qu'ils vont aller, pourquoi il y a toute cette histoire parallèle sur des gens, des gamins enfermés dans un complexe. Hyper bien, ok, voilà. ça donne vraiment envie. C'est cool. En plus, c'est hyper différent de ce que tu as proposé avant, donc ça répond bien. Et j'ai encore une fois une parfaite transition. Moi, j'ai pas de transition, mais toi, t'en as. Tu vas voir, c'est le métier qui rentre. Non, mais tu parlais d'histoires assez douces finalement, et j'ai beaucoup réfléchi à. Juste. C'est dur. Oui, non, mais il y a des moments doux. C'est très doux, mais il y a des moments quand ils sont durs, c'est très dur. C'est vraiment. C'est du seinen. Faut pas se fier au fait que ça soit. Ok. Pas, voilà. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'avais envie de montrer dans cette émission, parce que ça peut être aussi hyper facile de faire une émission spéciale horreur et de du coup ressortir des classiques de chez Marvel. Il y a Providence, l'intégrale qui est sortie, qui est incroyable. Il y a Le Dernier Jour de Lovecraft chez 404 Comics que j'ai adoré, mais je me suis dit aussi j'avais envie de parler à tout le monde, j'avais envie de parler de BD et j'avais envie de parler de sorcières parce que Halloween, c'est les sorcières. Et donc, j'aime beaucoup cet artiste qui est Stéphane Fert, qui, là, du coup, s'est édité chez Dargaud, les autres aussi, pour la plupart. Il a notamment fait une BD qui s'appelle Morgane, Peau de mille bêtes. Peau de mille bêtes, du coup, c'est une sorte de réécriture de Peau d'âne. Morgane, c'est une réécriture de la légende arthurienne, donc avec cette demi-sœur-là, où il redonne une place plus importante, plus féministe. Et donc là, il revient avec la Marche Brume. Donc, cette brume, c'est réellement une brume, c'est quelque chose d'hyper effrayant qui se balade et qui happe tout sur son passage, qui laisse une noirceur et quelque chose d'assez violent. Et quand il va passer, il va laisser un bébé, une ogresse, qui va être accueillie par des sorcières. Donc elle va s'appeler Tempérance et elle va devenir l'une des leurs. Et donc cette ogresse, cette mutante, elle se sent sorcière parce qu'elle a toujours été élevée dans ça, et pourtant elle est aussi différente. Elle a des pouvoirs qui sont très différents. Et ce que j'aime beaucoup avec Stéphane Fert, c'est qu'il arrive à faire de la réécriture, c'est-à-dire que les sorcières aujourd'hui, on en a des histoires énormément, et pourtant il rajoute cette petite nouveauté, cette chose que j'ai peut-être pas vue ailleurs, où chaque sorcière a un pouvoir hyper différent, où l'une va avoir un pouvoir lié à l'agriculture, l'autre va maîtriser le feu, et donc son nom de sorcière va être lié aussi à son pouvoir. T'as des sorcières qui sont jeunes, t'as des sorcières qui sont vieilles, donc t'as pas juste cette sorcière nez crochu avec avec une sale tête de dimanche matin. Elle y est, il y a des vieilles sorcières parce que c'est un clan qui existe depuis longtemps, mais pas que. Et elle, justement, quand tu parlais en plus dans ton bouquin de parcours de vie, bah, elle va aussi poser des questions où cette brume qui arrive, bah, finalement, elle est connectée avec cette brume-là. Est-ce qu'elle va devoir prendre son indépendance, quitter ce clan de sorcières pour les sauver parce que elles sont en danger. Et donc c'est hyper bien écrit, c'est très très beau, dans des couleurs très pastel, des visages très ronds. C'est vraiment un conte moderne comme Stéphane Fert sait le faire, avec en plus un peu des messages écologiques, c'est ce qu'il y a beaucoup en ce moment, mais c'est plutôt bien fait. Et puis les sorcières, c'est trop chouette, quoi. Quel est le rapport avec Morgane Non, en fait, il a fait d'autres BD, et donc Morgane est une autre BD. Oui, non, d'accord, ok. J'avais cité du coup les deux, donc Peau de mille bêtes qui revient sur Peau d'âne, et Morgane. D'accord, ok, je croyais que c'était Morgane. Non. Du coup là, le personnage principal qui est sur la couverture, donc c'est Tempérance, c'est cette sorcière ogresse qui va du coup défendre et voilà, se créer sa propre destinée. C'est un premier tome, donc j'ai vraiment hâte de voir jusqu'à où il va partir. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est rien ça. C'est ça, c'est le souffle des choses. Donc voilà, elle va se révéler à son identité et grandir. Et c'est très chouette. En fait, ce que je voulais là, c'était cette Halloween là, peut-être plus doux, peut-être plus voilà, c'est pas gore, c'est pas violent, mais ça montre vraiment toute une vie des sorcières qui est voilà un peu différente et très agréable. J'ai toujours pas de transition. Toujours pas de transition. Mais si, ça c'est une transition de ne pas avoir de transition. Inception. je vais passer directement à quelque chose de moins doux. Allez, c'est parti. De beaucoup moins doux. Je pensais tout de suite à ça qui est là, juste là. Alors moi j'ai choisi. Alors il vient de sortir, de ce que je me souviens. C'est This Is de Tom Taylor et Trevor Erskine.
Désolé. Désolé, je suis pas sûr qu'il va écouter. On s'est posé la cette question vidéo. au début, mais il n'y avait pas de réponse. Donc This is 3, petit rappel, c'était ah oui, voilà, parce que j'ai pas tous les termes. Moi, ce que je connais le plus, c'est Marvel. Donc l'univers de DC, j'ai les bases, j'ai beaucoup de bases, mais j'ai pas tout parce que il y a trop dans Il y a DC, beaucoup de choses, ouais. beaucoup trop, comme Marvel, mais c'est parce que ça fait longtemps. Donc DC's, c'est pour rappel, dans les premiers, en fait, il y a un problème avec l'équation d'Antivy utilisée par, comment il s'appelle déjà? C'est Darkseid, non? C'est Darkseid, merci. Voilà, vraiment, on en est là. Qui va tourner mal, et en fait, ça va être un virus qui va être transmis par Cyborg, ou quand tu vois une vidéo au tout début, tu vois la vidéo de Cyborg et tu vois l'équation d'Antivy, en fait, ça te transforme en zombie. Et le truc, c'est que bon, déjà, ça devient des zombies, les êtres humains, toute personne normale. Et bien sûr, ça va toucher les super-héros. Et donc, on va suivre les super-héros de DC essayer de survivre à ce virus. C'est un long résumé. Ça tourne mal. Ils se retrouvent à être à disparaître dans la majorité. Les seuls qui survivent, c'est un peu l'équipe B, c'est un peu méchant, mais un peu. C'est pas les principaux caractères. C'est la Ligue 2. Non, mais voilà, c'est le fils. On va suivre. Là, on est au 3. Les seuls, il y a plus Superman, il y a plus Batman. C'est Damian Wayne et le dernier Robin, ouais. Et qui reprend Batman, et le fils de Superman qui reprend la cape de Superman pour sauver en fait ce qui reste de l'humanité et des super. Et donc on arrive à ce volume 3 où il y avait un petit espoir, mais pas totalement. Et en fait, ça va être vraiment. On sent que c'est la fin, en fait. On sent que c'est vraiment une conclusion où ça va. Tome Ouais. Moi, je pensais que le 2 c'était le dernier tome. Ouais, le 1, je pensais que c'était le dernier tome. Parce que ça sentait pas la suite. Le tome 3 propose la conclusion explosive des aventures. Non. Ouais, donc c'est la conclusion. Ok. Et ça va partir dans tous les sens. Ça va, surtout au niveau, le cœur de l'histoire, ça va se passer en fait avec les Green Lanterns et les Yellow Lanterns, et qui vont essayer de se débarrasser de l'équation Antivy, qui au début ils ont trouvé à un moment un remède en fait contre le virus en lui-même, mais ils vont comprendre très vite que ce n'est pas qu'un simple virus. Ça a une portée dimensionnelle, ça a une portée quantique, ça a une portée qui ne peut pas être expliquée scientifiquement parlant. Et donc au début ils avaient un espoir, et à la fin ils ont plus d'espoir, et bien sûr ça va se régler dans les larmes, le sang et les sacrifices. J'allais dire pareil. Les larmes, le sang et la peur. C'est vraiment ça. Et ça a des hauts et des bas. Le seul intérêt en fait pour moi de lire ce genre de comics, c'est le côté fun de voir les super-héros qu'on adore se transformer en zombies, se foutre sur la gueule. Et au-delà de ça, ils ont réussi à créer une vraie problématique, à essayer de trouver une solution, comment ça se passerait. Je trouve que ce qui est intéressant en fait, c'est comment ils se sont retournés la tête de savoir qu'est-ce qui se passerait si on avait un, et si tout le monde, et un peu ce qu'on pouvait retrouver dans Marvel Zombie, parce que pour moi c'est vraiment Marvel Zombie qui a lancé ce style de what if zombie. Ensuite quand ils ont résolu le problème, ils sont partis en mode oui, on va aller dans d'autres dimensions. Là ça a pas l'air d'être trop le cas, ça a l'air d'être vraiment clos, et c'est un peu. Ça fait plaisir comparé à Marvel Zombie où ça s'arrêtait pas. C'est aussi lié à l'écriture de Tom Taylor qu'on peut aussi retrouver dans Injustice. Oui. Et donc, en fait, c'est un scénariste qui est connu pour s'amuser avec les personnages. Et il ne faut jamais s'attendre à voir tes personnages jusqu'au bout de l'histoire, parce qu'il adore... les martyriser un petit peu, et il adore aussi tuer, comme tu disais, cette fameuse trinité où très vite t'as plus du tout Batman, t'as plus du tout Superman, t'as plus du tout Wonder Woman. C'est les premiers, quoi, quasiment, je crois. En fait aussi, je crois que j'avais vu une interview de lui, mais il s'amuse beaucoup
Et c'est pour ça que toi, tu t'amuses beaucoup aussi en lisant ça. Il se passe des choses avec Alfred, je peux rien dire, mais il se passe des choses avec Alfred, je n'étais pas prêt. Il y a des choses avec Alfred. C'est vraiment, quand je dis l'équipe B, c'est vraiment, c'est l'équipe B c'est après le A, c'est après Batman, c'est tout ce qui entoure Batman, tout ce qui va entourer Wonder Woman, tout ce qui va entourer le Green Lantern original, je sais plus c'est lequel. Je sais plus son nom, mais oui, c'est Hal Jordan. Voilà. Mais tu sens que là, il cherche à avoir la conclusion, alors que vraiment le premier c'était un massacre. J'avais lu le premier, j'avais pas continué, mais c'est vrai qu'en ce moment d'ici il y a vraiment toute une explosion comme ça de personnages avec des identités un peu horrifiques. Il y a le MDCU Vampire. Je crois qu'on est au 2e tome. Il y a le Batman Nocturne qui reprend aussi toute une mythologie de Gotham vampirique avec Ram 5 au scénario. Donc c'est vraiment de la qualité. En tout cas, moi j'avais lu le 1er tome, là j'ai pas encore lu le 2e. Donc c'est plutôt chouette aussi c'est quand même des héros qui sont utilisés depuis des années. Donc là, en main de scénaristes comme Toy Taylor ou Ram 5 pour Batman Nocturne, de les changer un petit peu et d'ouvrir à d'autres publics. Un peu, comme tu disais, en plus, toi, t'étais moins d'ici et ça t'a permis de rentrer dedans. Je trouve que les histoires comme ça qui sont courtes, c'est un bon pied à mettre pour commencer DC ou Marvel, parce que tu vas voir, vraiment, ça va faire un catalogue de super. Résultat, tu vas pouvoir... tu sais pas forcément c'est qui, mais au moins ça te présente un peu tout, ça te présente un peu l'univers et même les équipes secondaires. Et c'est une histoire courte, alors que souvent il y a dans DC et Marvel, souvent c'est des histoires en continu, même si c'est un nouvel arc, c'est quand même la suite de machin. Et tu sais pas trop par où commencer. Et je trouve que les What If, comme il y a ce côté un peu catalogue de ce qu'on a, mais de manière différente. Moi, c'est des choses qui, quand j'ai lu Marvel Zombie, ça me donnait envie de voir. Il y avait des super-héros que je ne connaissais pas et j'avais envie de me renseigner sur les super-héros, de voir comment c'était quoi leur histoire. Je trouve que c'est pas mal quand tu connais pas trop et résultat quand tu connais aussi, parce que là, ça devient encore plus fun. Relire après, une fois que t'as commencé à mettre un pied dedans, c'est vraiment, c'est complètement différent. Moi, je connais pas tous les super qu'il y a dedans, mais j'ai trouvé ça fun quand même. Ouais, complètement. Genre, je voyais des pouvoirs. Et puis au moins, quand tu les verras dans d'autres histoires, tu les connais. Tu les connais et donc du coup, ça te familiarise avec l'univers, donc c'est chouette. C'est ça. Et ben, tu parlais de DC, on va aller dans l'autre maison mère, qui est du coup Marvel, avec la maison d'édition française Panini Comics. Il est lourd. Et donc, c'est Ecoland. En plus, ça tombe à pic parce que, comme je disais, j'étais à Quai des Bulles ce week-end et il a reçu le prix ACBD. Donc, c'est une association de lecteurs et lectrices. Et donc, ils ont élu ce prix-là pour cette année-là à Quai des Bulles. Donc, c'est dessiné par J.H. Williams III. On s'est pris beaucoup la tête sur le nom. Ah ouais, c'est horrible. Donc, je recommence. La menteuse. J.H. Williams III, W. Eden Blackman pour le scénario et les couleurs de Dave Stewart. Moi, j'ai très envie de citer Dave Stewart aux couleurs parce que déjà, on parle pas assez des coloristes. Et puis, c'est un de mes coloristes préférés qui est aussi bien chez DC que chez Marvel. Et donc voilà, je suis vraiment très très fan. Et sur ce beau bébé, on va suivre. Oui. Je sais pas. Oui. En vrai, maintenant, oui, ça a changé depuis des années. Enfin, tu vois, en fait, ça va dépendre de la maison d'édition, à quel moment elle va choper un contrat. Mais ils vont être liés plutôt à des séries. Ils peuvent se lier à des maisons d'édition. Ça va dépendre de ce qu'ils signent. Mais maintenant, ils peuvent aller sur les deux. Et donc, on va suivre Opretwood, qui est si on peut la comparer à une réécriture du Chaperon Rouge, qui est ici, qui va avoir ses acolytes auprès d'elle et qui va voler, c'est une voleuse qui va voler une sorte de gemme maléfique qui permet de révéler tous les secrets du monde. Et donc, évidemment, ça va intéresser beaucoup de personnes et elle va devoir fuir et elle va traverser des mondes et des univers différents où elle va devoir... Il y a bien un truc d'univers parallèle. Ouais. Je sais pas si je peux dire univers parallèle, mais en tout cas, elle va arriver face à des dieux romains, elle va arriver dans un cimetière avec des morts vivants, elle va affronter des loups-garous, elle va avoir vraiment différents style, donc ça va mêler, il y a de l'horreur parce que des fois c'est plutôt gore, il y a de la fantasy, tu vas avoir peut-être un peu de médiéval, enfin il y a un mélange des genres avec un graphisme incroyable. Enfin voilà, J.H. Williams III, vous pouvez aussi le retrouver dans la série de comics Promethea,
d'Alan Moore qui est complètement incroyable. Enfin, moi, c'est un de mes séries comics préférées. Et donc surtout, ce qui est aussi fou avec ce comics-là, c'est le format. Qui se veut voilà de manière horizontale comme ça et qui permet d'avoir des planches assez folles. Tu voulais me dire quelque chose? Bah c'est que non, je vais juste attendre que tu finisses ta phrase et dire que ça, le format est magnifique. Non, mais c'est fou. Le format est magnifique, Ouais. les planches sont superbes. J'ai pas lu l'histoire, mais j'ai juste feuilleté. Mais vraiment, le dessin et la couleur est incroyable et la mise en scène et le cadrage aussi. Mais par contre, c'est un enfer pour la bibliothèque, quoi. Non, mais j'ai oublié l'harmonie de la bibliothèque. Ah ouais, non, là. Je vous le dis, hein, il y a plus d'harmonie dans ma bibliothèque. Moi, dans ma bibliothèque, il y a ça qui dépasse, tu vois. Ouais. Et je me le prends tous les jours, je pense. C'est clair, c'est clair. Mais moi, je trouve ça chouette parce que ça permet aussi de varier les plaisirs quand tu as l'habitude de lire beaucoup de comics qui rentrent dans certains codes, que ce soit dans le format ou dans l'histoire. Là, ça change complètement. On prend des claques visuelles. On suit aussi cette héroïne-là qui est intrépide et qui jamais de la vie, il y a quelques années, on aurait eu cette jeune femme-là, blonde, toute menue, qui en fait est une badass qui vole, qui se bat, qui est accompagnée de plusieurs acolytes et qui va du coup affronter diverses ennemis, si je peux dire, parce qu'elle a décidé de voler une gemme, quoi. Donc c'est vraiment top et le prix est mérité et voilà. Ah oui, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que à la fin, du coup, il y a aussi des conseils pour pouvoir lire la BD avec toute une playlist et toute une musique. Donc ça, je trouve ça cool. Il y a un vrai effort de pas juste te proposer une histoire, mais de te créer un moment, une expérience, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Alors, vraiment, et le format, je trouve, est vraiment bien utilisé. Il y a vraiment des très beaux tableaux. Non, c'est après, ouais. Et puis en plus, ils répondent quand même à à cette idée de proposer à la fin des hardcovers. Bah là, finalement, en fait, ils te le remettent comme ça, mais de manière horizontale. C'est plutôt vraiment bien pensé. Un peu de noir et blanc, en plus, ça joue sur les trucs. Voilà, ouais, chercher la playlist, ouais, c'est assez fou, hein, la playlist de J.K. Williams pendant l'écriture du 3e chapitre. Vraiment top. Donc voilà, Ecoland, je conseille fortement chez Panini Comics. Et moi, je vais enchaîner directement. Toujours pas de transition, ça n'existe pas avec moi. Moi, j'ai entendu aussi, t'as un problème avec Big Barda. Non, Mais non. Non, parce que t'as dit, elle est menue et fluette. Non, mais. Moi, j'ai entendu, t'as un problème avec Big Barda. J'adore Big Barda. Lisez Big Barda. C'est pas dans le thème, c'est bonus. Toujours pas de transition et moi je vais enchaîner directement avec Junji Ito. Bien sûr. Deuxième, je ne pouvais pas. Non, c'est pas possible. On peut pas aborder l'horreur sans parler de Junji Ito. Donc le dernier sorti chez Mangetsu, l'école décomposée, à pas confondre avec l'école emportée, qui est d'un autre maître de l'horreur, qui était le maître de l'horreur de Junji Ito. L'école décomposée, c'est un recueil de nouvelles, mais qui sont toutes liées en fait de ce que j'ai pu comprendre, où on va suivre un frère et sa sœur. Je sais pas, non, on va suivre un frère et sa sœur. C'est un one shot, donc je vais essayer de pas spoiler. Qu'on l'air ils ont l'air d'avoir des problèmes. Ils ont l'air d'avoir des gros problèmes avec des entités démoniaques ou psychiques ou on ne sait pas exactement. Et au début, ils se renvoient la balle. Ils se renvoient la balle en disant non, c'est de sa faute à lui auprès de tout le monde. Et lui, le grand frère, il dit non, c'est elle qui est possédée et il va commencer à s'excuser et tout ça. Et en fait, on va essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui déclenche ce qui va se passer dans le chapitre 1. Je vais spoiler le chapitre 1, je suis désolé, c'est obligé. Au moins tu le dis. En fait, toute l'école du grand frère va se transformer en gelée cadavérique petit à petit, d'une manière assez horrible. Et en fait, on va enchaîner avec d'autres problématiques où d'autres personnes vont rencontrer ce frère et cette sœur. Et petit à petit, on va comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça marche, pourquoi à chaque fois il se passe des trucs horribles autour. Et ça va monter en crescendo de plus en plus avec toujours cette ambiance que Junji Ito c'est vraiment mettre en avant autour
d'une ville, d'un lieu, de personnages et Un de peu gens. claustro un peu, non? Tu te sens un peu oppressé ou pas Moins, forcément. parce que là, le sujet, contrairement à d'autres mangas comme Gyo ou Spiral, où c'est vraiment une malédiction qui touche les environs de la ville, là, on est vraiment sur 2 personnages. Et c'est vraiment pensé en nouvelles avec, ça se sent que c'est des nouvelles et qu'à la base, il y avait peut-être pas, on n'allait pas arriver vers une fin, en fait. C'est du Junji Ito, c'est juste des planches superbes qui te glacent le sang. On n'est pas c'est tout l'inverse de Pumpkin Night, où Pumpkin Night, c'est du gore, c'est très détaillé, c'est de la violence gratuite en fait qu'on te balance au visage comme pour Halloween quoi. Et Junji Ito, il y a quelque chose de froid et de perturbant. de perturbant. Ouais. On est en fait, les visages c'est très manga, ça reste du manga, Ouais. mais il y a un côté très réaliste en fait et très froid dans son dessin. Mais il a un style incroyable, hein. J'avais vu à Angoulême l'exposition qu'il avait faite où il y avait énormément de planches de Tomie, notamment. Je crois qu'il a fait aussi Frankenstein, si je dis pas de bêtises, c'est lui. Parce que je crois que Mangetsu l'avait édité. Après, bon, il a d'autres titres, je ne connais pas tous. J'ai pas tout lu, et en plus, il y a plein de choses qui sont sorties depuis que Mangetsu a repris Junji Ito. Ce que je disais ça, j'en parlais l'autre jour en stream. En fait, avant de Junji Ito, on était limité à des histoires. On était limité à des histoires en 3-4 volumes, mais c'était des histoires, en fait. Là, Mangetsu, depuis qu'ils ont racheté les droits, parce que je crois que je sais plus qui s'en occupait avant. Ah, je sais pas. Mais là, en fait, on a accès à ces nouvelles. Et ça, c'est incroyable. Moi, les nouvelles de Junji Ito, je me souviens à l'époque, c'était un bonus, en fait, dans les histoires qui sortaient. Ah oui, d'accord. Okay. C'était un dernier petit chapitre. Et donc, on n'avait pas accès au recueil de nouvelles. Puis là, ce qui est fou, c'est que surtout, il y a un travail sur l'édition, sur proposer un beau livre. Non, avec c'est du beau livre. chaque fois, notamment les jaquettes là, mais même l'intérieur du bouquin est incroyable. Enfin, plus c'est de la cover rigide, enfin les couleurs elles sont top. Ah non, mais moi en stream ça a fini directement dans mon décor. on les voit pas, mais je sais qu'elles sont là. Non, mais c'est vraiment chouette. Il y a vraiment une très belle édition et c'est vraiment très cool de tomber sur d'avoir des recueils, de découvrir tout ce qu'a fait Junji Ito avant ses histoires, ses grandes histoires. Mais et ça, alors je sais pas de quand ça date exactement, mais on retrouve son style de nouvelle. Il y a un peu d'humour, mais c'est quand même dans ces nouvelles, il y a toujours un peu d'humour, il y a toujours une sorte de morale un peu drôle, alors que vraiment dans ces histoires complètes, non, il y a pas de blague. Il y a pas de blague. Là, il y a un peu d'humour parce que la petite sœur, elle est folle, le grand frère, il cherche toujours à s'excuser pour ce qui est en train de se passer, sauf que c'est de pire en pire et qu'il s'excuse tout le temps, et c'est de pire en pire et s'excuse tout le temps et c'est de pire en pire. Il y a un truc un peu drôle, un peu plus léger dans cette histoire, mais c'est toujours aussi glauque. Et écoute, j'ai encore une fois une transition parce que je vais continuer dans le truc glauque. Et tu disais que il y avait une connexion avec des histoires, c'est ça. Enfin, du coup, il y avait plusieurs histoires avec un fil rouge dans celle-ci. Je crois que t'as 5 ou 6 histoires et en fait c'est la même histoire. Ok. Mais c'est des nouvelles. C'est parfait parce qu'en fait, je voulais vous parler de Hotels, donc scénarisé par John Lees et dessiné par Dalibor Talagic. Et donc pareil, là t'as 4 histoires, si je dis pas de bêtises, je l'ai lu il y a un petit moment. Et ça va être des histoires différentes, le tout situé dans cet hôtel, donc l'hôtel Pierre Coute, avec ce gentil maître d'hôtel qui a l'air très accueillant, mais ne vous fiez pas à son apparence. Et en fait, dans chaque histoire, tu vas avoir un personnage, si je peux dire, en tout cas un élément qui va réapparaître à chaque fois et une connexion entre les personnages. Donc tu vas avoir pareil ce fil rouge et dans chaque histoire c'est hyper gore, c'est hyper violent, où tu te dis qu'il faut vraiment faire attention à TripAdvisor et vraiment aller dans des hôtels qui sont bien notés ou faire juste un noter. Étoile, pas ouf. J'ai perdu 2 doigts et on a essayé de me manger le tibia. C'est ça. T'as quelque chose de base, de très classique dans le comics, surtout par le côté très américain où c'est sur la route 66, tu te gares et tu prends cet hôtel là, ça clignote, c'est dans la nuit et donc je vais aller prendre une chambre parce que c'est juste pour une nuit, et finalement c'est pas juste pour une nuit mais ça marche. Il y a vraiment un truc
qui est dans le rythme assez rapide, assez prenant, et en plus, comme tu sais que ça va être une autre histoire, tu vas dire ok, je vais découvrir autre chose, mais en même temps, tu as toujours cet élément qui apparaît dans les différents récits, donc c'est très chouette, c'est très beau, les couleurs aussi sont top, moi j'adore la cover. C'est un one shot. Ouais, c'est un one shot, ouais, complètement, c'est un one shot, et donc du coup ça suit en plus le principe de serial killer, donc on est vraiment sur le thème de l'horreur pure et dure, et en plus moi ça me permet un peu de mettre en avant Black River et de juste faire le pont parce qu'ils ont fait aussi une autre. Enfin, il y avait aussi un autre comics type horrifique qui revisite un conte, comme j'en ai beaucoup parlé avec Stéphane Fart, qui est du coup Blanche-Neige Rouge Sang, chronique vampirique de Neil Gaiman et Colin Doran. Donc Neil Gaiman, connu pour Sandman, pour avoir écrit Good Omens. Je sais pas si on a besoin de le présenter encore. Voilà, je sais pas, est-ce que vraiment j'ai besoin de faire ça. Et là, je pense qu'il s'amuse. Il était en week-end, tu vois. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revisiter Blanche-Neige. Et moi, je vais proposer qu'en fait, elle est vraiment méchante et que sa belle-mère, elle flippe de ouf et qu'elle va devenir vampire. Et donc, c'est un peu ça. Je écris très, très mal les comics, excusez-moi. Mais en fait, sur le deuxième. Ouais, mais en fait, je voulais juste. Tu fais ta transition. Je voulais juste montrer les deux parce que après, sinon on fait une vidéo d'une heure. Mais si vous voulez des choses assez différentes avec John Lees qui s'éclate vraiment sur de l'horreur pure et Neil Gaiman lui qui apporte un truc hyper déstabilisant parce qu'en plus on a tous en tête le conte. Pas le conte original, mais plutôt tu vois l'adaptation qu'on a eue de Disney. Et donc c'est même quand je l'ai passé, parce que moi je m'occupe aussi un petit peu de l'influence, donc j'avais envoyé le comics à des gens qui me disaient mais je suis très perturbée parce que du coup c'est pas du tout ça que j'avais en tête. Parce que quand tu lis Blanche-Neige, tu t'attends à quelque chose et donc là t'as un contre-pied qui fonctionne bien. Et puis Colin Doran qui est la dessinatrice fait des planches vraiment incroyables. La cover est juste ouf et voilà, c'est très très chouette. Toujours pas de transition. Bon, excusez-le, c'est sa première émission et avec Marc, on avait une connexion. Je suis plus drôle en live quand même. Il savait comment enchaîner et pas encore. Mais tu vas. Ah ouais, d'accord. D'accord, ok. Bon, transition, sans transition. On va parler de The Summer Hikaru Die. Hikaru Die. C'est je l'ai lu. Oui, c'est pour ça que je l'ai pris parce que tu l'as lu aussi. Comme ça, on peut en parler tous les deux. De Mokumokuren. Oui. Tu le dis. Voilà. Et maintenant, j'ai tout gâché parce que je ne sais pas comment enchaîner. Qu'est-ce que c'est l'histoire de The Summer Hikaru Die? C'est l'histoire de Yoshiki. C'est l'histoire de. Mais lis vraiment tes notes parce que j'ai pas qu'il a mal au ventre d'un coup. Oh mon Dieu! C'est pas mes notes, j'ai lu le résumé au dos. C'est l'histoire. Non, j'ai pas de notes. C'est l'histoire de Yoshiki en fait et Hikaru. À la particularité qu'on va parler, ça va être spoilé dès le début. Ouais. Hikaru n'est pas Hikaru. Hikaru est. Hikaru. Ouais, non mais. Selon comment ça se prononce. Hikaru, en fait. Yoshiki va s'apercevoir très vite que Hikaru n'est pas Hikaru et Hikaru va lui révéler que oui, il n'est pas Hikaru. En fait, Hikaru est une sorte de créature informe. D'une entité, d'une forme spéciale. C'est un peu flou et vague pour l'instant. Ouais. Parce que c'est mis en place que Hikaru est mort et en fait, l'entité a pris son apparence, mais on ne sait pas s'il a pris son corps, s'il l'a tué ou quoi que ce soit. Il a pris aussi ses souvenirs, parce qu'il a les mêmes goûts qu'Hikaru. Il connaît, je crois, il connaît la connexion qu'il a avec cet ami-là, parce que c'est deux meilleurs amis d'enfance. Voilà, donc c'est pour ça alors aussi. Alors lui, il la connaît, nous on la connaît toujours pas techniquement. Ah ouais. Et c'est pour ça que tout de suite son ami l'a vu en disant mais en fait c'est pas toi. C'est pas ça, possible, il l'a senti. En fait, on ne sait pas vraiment quelle est leur relation. On va l'apprendre petit à petit au fur et à mesure dans le volume. Mais il y a l'air d'avoir entre Yoshiki et Hikaru une base relationnelle un peu floue. Ils étaient peut-être ensemble, c'est pas très clair en fait. Oui, ou peut-être qu'ils avaient des sentiments mais qu'ils se sont pas avoués. Je suis d'accord. Il y a ce côté-là où en fait non, moi je pense ça laisse penser en fait dans le manga que il s'est passé quelque chose mais que
pour eux c'était pas normal, c'était pas prévu comme ça en fait. Il y a ce côté, c'est ce côté un peu homophobie intériorisée où en fait tu es gay mais comme les autres ne sont pas, bah peut-être que tu te dis que c'est pas normal et tout ça. Il y a ce truc un peu flou et vague. En plus, c'est des jeunes qui vivent à la campagne, dans un village isolé. Donc c'est peut-être aussi un sujet qui va venir ce truc-là. Oui, peut-être sur le second tome, ouais. Et donc on va suivre ces deux jeunes. Avec Yoshiki, c'est surtout concentré sur Yoshiki en fait, on va le suivre, essayer de faire avec. Et en même temps, ces questionnements sur qu'est-ce qui lui est arrivé. Et mais en même temps, là, je sens que c'est pas Hikaru, mais ça me fait plaisir qu'il soit là. Et puis surtout, c'est qu'il y a d'autres mystères qui suivent en fait quelques jours après que Hikaru, enfin qu'en tout cas Yoshiki comprend que c'est plus vraiment son meilleur ami. Il y a des disparitions et il y a quelque chose de spécial avec une montagne. Il se passe des trucs en fait. On rejoint un peu le côté de Junji Ito où petit à petit, il y a des trucs de plus en plus bizarres qui vont se passer dans le village et qui ont l'air d'être propres au village, pas dans le monde, hein, ça a l'air vraiment propre au village. On ne sait pas si c'est des esprits, des démons, c'est peut-être des extraterrestres. Et en même temps, on n'a même pas besoin de savoir, c'est flippant. C'est ça. Et en même temps, c'est ça qui donne envie d'avoir la suite, c'est que on a envie de réponse. Alors ça se trouve, on n'en aura jamais, hein, mais on a envie de réponse. On a envie de savoir pourquoi Hikaru est remplacé, qu'est-ce qui va se passer dans le village. Est-ce que c'est le cas de d'autres personnes aussi? C'est ça, et surtout. C'est aussi intéressant de voir comment leur relation va évoluer et il se passe des trucs chelous. Il y a des trucs ultra malsains. Il y a un moment ultra malsain où ils s'échangent. Il y en a un qui rentre dans l'autre, mais je sais pas comment dire, mais c'est bizarre. Non, mais c'est pas pour ce que vous pensez. L'autre était dans une forme, donc Hikaru n'avait pas sa forme humaine. Oui. C'est bien que tu le précises. Oui, non, pas forcément. Enfin, si, il a sa forme humaine. Si, oui, mais non. Il a sa forme. Il a sa forme humaine. Oui, mais on peut lui rentrer dedans. Voilà. Non, mais c'est parti. Dans le ventre. On peut lui rentrer dans le ventre. Et même, il pouvait le rentrer ailleurs. C'est pas le problème, mais. Et il y a une relation. Oui, c'est spécial. Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'en fait, Yoshiki, lui, est amoureux d'Hikaru. Et on sent que en même temps, ce qui remplace Hikaru, ça lui plaît pas. Non, ce qui remplace Hikaru, ça lui plaît. Non, je veux dire Hikaru, la chose. On va l'appeler la chose. Ah oui. On sent que la chose, lui aussi, ça lui plaît cette relation qu'il avait. C'est un truc qui l'intéressait. Oui. Et Yoshiki, en fait, tu vois bien Yoshiki, il est en mode, mais non, mais c'est pas lui. Mais en même temps, c'est lui. Et donc l'autre en profite un peu. Ouais. Et il y a une relation ultra malsaine qui se construit où Yoshiki est un peu victime d'une sorte de perversion narcissique où on profite de lui et on le rabaisse pour lui dire on a besoin de lui et de moi et pourtant tout ça c'est autour d'un dessin encore un peu très doux, très léger. Ah mais c'est ça. Moi j'étais très surprise. C'est vraiment tout l'inverse de Junji Ito. C'est on s'attend pas à ce qu'il y ait de l'horreur, de l'angoisse et quelque chose de malsain qui arrive dedans en fait. Ouais. C'est clair. C'est un peu. Il y a un trait un peu shoujo yaoi sur les bords. Qui moi me plaît pas particulièrement. Ouais, t'es pas fan du dessin. Non, moi tu vois qui suis pas une grande connaisseuse et liseuse de manga parce que voilà par manque de temps, je l'ai trouvé hyper accessible pour moi, tu vois, avec certains traits qui sont bien sûr du manga mais qui s'apparentent parfois à des traits fins de BD franco-belge, tu vois, un travail sur les casques que j'ai trouvé plutôt cool. C'est que surtout moi je le trouve un peu je trouve un poil classique moi en fait dans le dessin. C'est surtout ça. C'est ça que je veux dire. Moi, et il a un trait très léger alors que dans ça c'est un trait très gras avec beaucoup de contraste. Ça va être un dessin très fin mais avec des formes très arrondies, très précises en fait. Et ça c'est Junji Ito, il est malade, il a un trait particulier. mais voilà, c'est l'histoire est ultra intéressante mais je trouve juste le dessin un peu léger. Ça fait un contraste aussi, comme tu disais tout à l'heure, le fait que on est sur un trait dit classique et en même temps avec une histoire hyper déstabilisante où tu t'y attends pas et du coup je trouve que ça donne deux tons, deux ambiances qui moi m'a convaincu. C'est pour ça que moi je t'avais conseillé parce que c'est un des rares mangas que j'avais chroniqué pour Canal BD et que j'étais vraiment rentrée dedans.
vraiment. Non, mais oui, voilà, j'attends la suite, moi. Ouais. J'aime beaucoup la suite, aux grand dames de ma copine qui veut me tuer parce qu'on n'a plus de bibliothèque, mais j'attends la suite. Pour Pumpkin Night aussi. Junji Ito, c'est bon. Ça va. Ouais, ça va. Bah, bravo, Alexis. Merci. Mais tu as très très bien géré tes chroniques. Ah ouais. C'était très chouette. Ah ouais, je peux Tu m'évanouir as travaillé maintenant. tu as travaillé tes transitions. Ouais, je reviendrai l'année prochaine. Ça me laisse un an. Non, tu reviens pour Noël. Quoi? Allez, non mais en tout cas c'était top, merci beaucoup et je suis très contente parce que on s'est pas trop concerté en plus, on s'est pas concerté du tout pour savoir de quoi on allait parler et c'est très diversifié donc il y en a pour tout le monde en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous allez lire, ce que vous lisez en tout cas parce qu'on va la sortir début novembre la vidéo pour Halloween en tout cas qu'est-ce qui vous plaît dans l'horreur et quel type d'horreur n'hésitez pas à vous abonner, ça peut être chouette. Et à nous suivre sur Dean Comics, à le suivre. Partager, commenter. C'est très important, ça nous aide. On est des petits créateurs. On s'en sort pas, vraiment. On s'en sort pas. C'est bientôt Noël, non, faites des dons. Faut pas être négatif. Non, on va bien et j'espère que vous allez bien aussi. Bon, on vous dit à bientôt parce qu'il faut vraiment qu'on finisse cette vidéo. Merci Alexis. Et au plaisir, j'espère que je reviendrai avec des super transitions. Bonne journée à tous.